Introduction. Il existe un certain type de solution qui n'a pas encore de nom dans le langage courant. Nous avons choisi celui d'ultrasolution, qui nous a paru convenir tout à fait. Ce sont des solutions qui se débarrassent non seulement du problème, mais aussi de tout le reste. Un peu comparable à cette vieille plaisanterie de Carabin, opération réussie, patient décédé. J'illustrerai cette affirmation par un exemple célèbre, le destin de Macbeth. Alors que les personnages de Shakespeare sont plutôt sombres et énigmatiques, le rôle des trois sorcières est au contraire tout à fait évident. Leur maîtresse, Hécate, la sinistre déesse des enfers, leur a demandé de préparer la chute de Macbeth en lui faisant croire que son avenir recèle la réalisation des désirs les plus ambitieux. Prédiction qu'il est tout à fait prêt à croire puisqu'elle nourrit l'idée qui l'obsède, celle du pouvoir absolu. Et c'est précisément en cherchant à atteindre ce but qu'il devient la proie facile des machinations d'Hécate. Pourquoi Hécate met-elle toute son énergie et toute son habileté à orchestrer le sort de Macbeth, et nous le verrons celui de beaucoup d'autres, est une question à laquelle personne ne semble pouvoir répondre. Il est évident que c'est précisément ce qu'elle veut et qu'elle finit par y parvenir. Mais comment elle réussit à mettre en place les conditions qui président à l'apparition des ultrasolutions, c'est ce que nous nous proposons d'expliquer. Car on ne sait peut-être pas toujours que les activités d'Hécate et des sorcières ne se limitent en aucun cas au sort qui fut celui de Macbeth au XIe siècle. Elles sont au contraire intemporelles. Hécate continue de semer le malheur en ce monde. Des investigations minutieuses, couvrant de nombreuses années, me permettent maintenant de présenter des exemples concrets, des tactiques spécifiques. Il va cependant sans dire que la déontologie professionnelle m'interdit de révéler mes sources d'informations et que j'ai bien sûr modifié les noms des personnes et des lieux qui me permettaient de les identifier. Il faut de plus garder à l'esprit qu'Hécate ne rôde plus dans l'obscurité de la nuit, sous l'aspect d'un spectre à trois bras, entouré de meutes de chiens jetant des sorts et ensorcelant les gens. Elle vit maintenant dans une élégante villa donnant sur le bleu de la Méditerranée, une retraite apparemment aussi inoffensive que ses techniques sophistiquées à la pointe du progrès technique. La sécurité est la plus grande ennemie des mortels. Il était une fois un homme qui vivait heureux et en paix avec lui-même et le monde, jusqu'au jour où, peut-être par curiosité absurde, peut-être par pure légèreté, il se demanda si la vie avait ses propres règles. Ce qu'il entendait par là, ce n'était pas le fait évident que chaque pays a ses codes juridiques ou que rôter après un repas est grossier dans certaines sociétés alors que dans d'autres c'est un compliment à la maîtresse de maison. Ou encore qu'on ne devrait pas gribouiller des graffitis obscènes sur les murs quand on ne connaît pas les règles de l'orthographe. Non, là n'était pas le problème. Ces règles inventées par les hommes pour les hommes ne l'intéressaient pas beaucoup. Ce qu'il avait soudain besoin de savoir, c'était si la vie avait ses propres règles tout à fait indépendantes de nous. Si seulement il ne s'était jamais posé cette maudite question, car elle marqua la fin de son bonheur et de sa tranquillité. Elle le mit en effet dans une situation difficile, comparable à celle où le mille-pattes se trouva le jour où le cafard lui demanda comment il faisait pour mouvoir autant de pattes avec autant d'élégance et de facilité. Dès lors que le mille-pattes commença à penser, il devint incapable de marcher. Notre homme était bien trop fin, et c'était en partie son problème. Donc, pensa-t-il, la question de savoir si le monde a un ordre intrinsèque équivalait à celle de sa sûreté, et donc de la sienne propre, et la réponse à cette question devait être oui ou non, mais là déjà il hésita. Un monde sans nécessité, une vie sans ordre auquel se fier? Mais alors comment aurait-il pu vivre heureux jusqu'à maintenant? Sur quoi avait-il fondé ses décisions? Cela ne signifierait-il pas que la certitude tranquille qu'il avait quant à sa place dans le monde et la logique sereine et évidente de ses actions étaient totalement absurdes et irrationnelles?
Ainsi, il avait mangé du fruit de l'arbre de la science, mais la connaissance qu'il en avait tirée ne faisait que lui prouver son ignorance. Alors qu'il prenait la vie avec une confiance candide et une innocence tout enfantine, il devint de plus en plus obsédé par la sécurité. Et il trouva lui-même étonnant qu'il ait réussi à mener une existence sûre et tranquille tout ce temps où il ne s'était jamais préoccupé de sécurité, alors que maintenant il se sentait de moins en moins en sécurité, jusqu'au point où il dut prendre des précautions pratiques pour parer à des dangers apparemment de plus en plus nombreux. Plus il essayait de se protéger, plus il ressentait un besoin de protection. Mais même quand il n'y avait personne pour l'inquiéter, les dangers continuaient de croître. Il commença par exemple à s'intéresser aux horoscopes dans les journaux. Les prédictions positives et réjouissantes se vérifiaient ou non. Qu'elles ne se réalisent pas était décevant, mais au moins elles ne représentaient aucun danger. Les prédictions alarmantes, par contre, se révélèrent d'une certaine manière incomparablement plus fiables. Donnons juste un exemple. Au matin, au petit déjeuner, il lut que les personnes nées sous son signe astral, environ 330 millions, devaient être particulièrement prudentes ce jour. L'impact de cette révélation fut tel qu'il en renversa son café. Mais cette petite mésaventure n'était évidemment pas assez grave pour qu'il pût considérer le danger comme écarté. Il décida donc de se rendre à son travail à pied plutôt qu'en voiture. Marcher est manifestement plus sûr que conduire, mais chaque 13e pas représente un danger. Pour ne rien dire de la 13e marche d'un escalier. Quand il arriva à cette marche, dans un passage pour piétons souterrain, il sauta sur la 14e pour l'éviter, trébucha et se fit un bleu au genou. L'horoscope avait donc raison. Dans la mesure où il n'avait pas reçu une éducation classique et n'avait pas été analysé, il ne connaissait pas son célèbre ancêtre Oedipe, pas plus qu'il ne savait que l'oracle de Delphes avait dit à ses parents qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Tout ce qu'Oedipe et ses parents firent pour échapper à cette malédiction était précisément ce qu'il fallait faire pour que la prédiction se réalise. Deux fois plus n'est pas nécessairement 2 fois mieux. Ce docteur Xilmur Bafi connaît vraiment son métier, remarqua avec joie M. Hippoconde en s'adressant à sa femme. « Je n'ai pris ce médicament qu'1 jour et je me sens déjà beaucoup mieux. » Et il avait raison d'être content car ses autres médecins avaient été incapables d'arriver à une amélioration. Rien de surprenant donc à ce qu'il ait absolument voulu accélérer le processus de sa guérison. Ce qui fut tout de même moins évident, c'est que cela fit de lui la proie facile d'une des plus anciennes et banales idées de Descartes, à savoir que 2 fois plus est nécessairement 2 fois mieux. Il doubla ainsi la dose des médicaments qu'il prenait, et jeudi dernier, on l'admettait au service des urgences de notre hôpital local. Quoi de plus logique en apparence que de penser qu'une solution, une fois qu'on l'a trouvée, et constamment appliquée avec succès, doit pouvoir régler des problèmes de plus en plus vastes. Mais 100 fois plus n'est 100 fois plus la même chose que dans l'abstraction des mathématiques. Le truc qu'Hécate applique à ces situations et qui mène aux échecs les plus inattendus et illogiques consiste à faire rapidement passer les choses au moment le plus crucial de la quantité à la qualité. Et c'est ce saut qui surprend totalement la raison et le bon sens. À manger du gâteau tous les jours, on finit par s'en dégoûter. Cela semble évident. Que dans la construction des ponts, il y ait une limite à la portée de l'arche, cela ne surprend même pas le profane. À un certain point, trop c'est trop. Mais peut-être vous demandez-vous ce que cela a à faire avec la qualité, avec le fait de se transformer en quelque chose d'autre, plutôt qu'en plus de la même chose. Prenons quelques exemples. Il est de loin moins économique de transporter une même quantité de pétrole brut dans 2 petits tankers que dans un seul de capacité double. En multipliant le tonnage par 2, ou même par 5, on a l'impression d'avoir recours à l'évidente solution du plus de la même chose.
Mais à la grande surprise des experts, plus de la même chose se révèle une fois de plus être quelque chose d'autre. Au-delà d'un certain tonnage, en effet, ces géants flottants commencent à se comporter d'une autre manière que leurs prédécesseurs plus petits. Ils doivent être gouvernés différemment. Plusieurs catastrophes pétrolières de ces 10 dernières années qui se sont produites en plein jour et par mer calme eurent cette différence pour origine. De plus, on se rendit compte qu'ils ont la mauvaise habitude d'exploser quand on s'y attend le moins, c'est-à-dire quand ils sont en route vers les terminaux de chargement et que l'équipage s'affaire à arroser d'eau de mer les cales vides. Monsieur et Madame Machin du département des Alpes-Maritimes eurent recours à une ultrasolution pour l'essentiel identique, ce qui prouve que les techniques des CAT fonctionnent aussi bien à grande qu'à petite échelle. Les époux Machin souhaitaient tendrement avoir des enfants, mais les années passaient sans que leur souhait se réalisât. Puis, alors qu'ils avaient quasiment perdu tout espoir, Madame Machin fut enceinte et donna en temps voulu naissance à un petit garçon. La joie des parents fut indescriptible, et ils voulaient que le prénom de l'enfant reflétât et glorifiât cette bénédiction. Il s'avéra cependant que ce nom excentrique était pour le moins mal choisi, puisque le petit garçon restait chétif et de petite taille. Après maintes recherches et délibérations, ils décidèrent finalement de l'appeler Formidable. Il s'avéra cependant que ce nom excentrique était pour le moins mal choisi, puisque le garçon restait chétif et de petite taille. Et même adulte, il continua à être constamment la cible de plaisanteries d'une invariable bêtise, tout inspiré de la contradiction manifeste entre son prénom et son apparence physique. Monsieur Machin souffrait en silence, mais sur son lit de mort, il dit à sa femme « Toute ma vie j'ai supporté ce prénom idiot, je ne veux pas qu'il soit perpétué sur ma tombe. Écris dessus ce que tu voudras, mais ne mentionne pas mon nom. » La femme promit de respecter sa volonté, il mourut, et dans la mesure où leur mariage n'avait effectivement été qu'affection et harmonie, elle commanda une pierre tombale sur laquelle était inscrit « Si gît un homme qui fut toujours prévenant et fidèle envers sa femme ». Et tous ceux qui, en passant devant sa tombe, lisaient l'inscription, ne manquaient pas de remarquer « Tiens, c'est formidable !» Le mal du bien. Nous examinerons maintenant une idée encore plus logique que 2 fois plus est nécessairement 2 fois mieux, à savoir la conclusion naïve que si quelque chose est mal, son contraire doit être bien. Les spécialistes d'histoire religieuse l'attribuent généralement à Mani, 216-276 après Jésus-Christ, fondateur d'une religion gnostique, le manichéisme, dont la rapide expansion devança un certain temps celle du christianisme. Elle prônait un dualisme radical, un antagonisme irrémédiable entre les forces du bien et du mal, la lumière et les ténèbres, l'esprit et la matière, Dieu et le diable. Un conflit que seul pouvait résoudre la victoire finale et totale de l'esprit. Afin d'éclairer notre propos, considérons la vie d'un personnage, donnons-lui le nom exotique d'idéologue. Rien de très particulier ne nous semble devoir être apporté dès les premières années de la vie d'Ologue, si ce n'est qu'il était un enfant très sensible. Pourtant, peut-être précisément à cause de cela, son enfance avait ceci de remarquable qu'elle était protégée de tout désagrément, désenchantement ou même déception. En effet, ses parents, partisans tardifs d'une éducation tolérante, n'avaient jamais rien exigé de lui, il n'était de ce fait aucunement préparé à ce qui s'abattit sur lui quand il quitta le bonheur illusoire de son foyer. Il vécut alors un désastre comparable à l'épisode biblique de l'expulsion du paradis, car comme Adam et Ève, il prit lui aussi conscience de la séparation du monde en un bien et un mal, avec toutefois une différence importante entre lui et notre ancêtre. Adam parvint d'une certaine manière à s'arranger de la pagaille dans laquelle il se retrouva, alors qu'Ologue enrageait contre ce qui pour lui équivalait à une soudaine violation de ses droits civiques.
Le fait que son environnement refusait de se plier à chacun de ses besoins et désirs et à chacune de ses lubies. « Ce jeune Olog est vraiment très prometteur, dit la première sorcière qu'il filait depuis un bon moment. Rendez-vous compte, aujourd'hui, au bureau de poste, il a piqué une colère noire parce qu'on lui avait demandé tout de go de faire la queue et d'attendre son tour comme tout le monde. Maintenant, il est assis chez lui et rumine. « Ah, j'adore les boudeurs, dit la deuxième sorcière, surtout ceux qui font des enfants aussi facilement qu'ils font la tête. » Et Kat, intéressée, sollicita les suggestions de son équipe. Elles se mirent finalement d'accord sur une procédure dont nous allons maintenant brièvement décrire le cours et le succès. Elles commencèrent par mettre dans la tête d'Olog la ferme conviction que sa vision du monde était la seule qui fût juste et vraie. Atteindre ce premier objectif ne provoqua pas trop de difficultés, car l'esprit d'Olog était à peu près aussi vaste qu'un écran de télévision. Lui fut donc épargnée la tristesse de se rendre compte que les ingénieuses solutions qui apparaissent constamment dans leur pureté virginale au-dessus de l'horizon du levant ont déjà fait une première apparition au moins 40 ans plus tôt, avant d'être précipitées dans le tout à l'égout des idées au-dessous de l'horizon du couchant. La seconde étape fut presque instantanément couronnée de succès. Il s'agissait d'amener Olog à se demander pourquoi il avait si clairement conscience de tout le mal dans le monde, alors que les autres continuaient à vivre leurs sombres et passives existences, résignés à accepter les choses telles qu'elles étaient. Olog était de la trempe d'un Parsifal, un naïf qui voulait le vrai bonheur, non pas seulement pour quelques élus, mais pour tous sans exception, y compris et surtout ceux qui sont encore incapables, parce que trop obtus, de saisir son idée de solution finale. Mais avec cette idée, il avait atteint ce point critique où le même devient quelque chose d'autre, et où les événements prennent une tournure qui leur est propre. Alors comment, dans son idéalisme, Olog en arriva-t-il finalement à déposer une bombe à retardement dans un grand magasin noir de monde, provoquant la mort de plusieurs personnes et en mutilant beaucoup d'autres? Le philosophe Hermann Lube, en définissant le processus d'auto-autorisation à user de la violence, rendit l'acte de terrorisme d'Olog moins incompréhensible, car celui qui commence par n'être qu'une voix qui crie dans le désert, avec peut-être sur son visage le pâle voile de la pensée sans jamais rencontrer personne qui veuille l'écouter, se voit tôt ou tard contraint par ses fantasmes à jouer le rôle du chirurgien à qui la Providence demande d'appliquer le scalpel pour le plus grand bien de l'humanité qui souffre sans même le savoir. Et un chirurgien, nous le savons tous, ne doit-il pas couper? Ou pour dire les choses plus prosaïquement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Le prétendu tiers exclu. Peut-être exagérais-je, et les choses ne sont-elles pas aussi terribles. Mais le monde manichéen nettement divisé en paires de concepts opposés ne serait certainement pas aussi ordonné s'il existait beaucoup d'individus comme Franzi Vokurka. Les tribulations de Franzi atteignirent leur apogée alors qu'il avait environ 13 ans. Il était assis dans le parc Beethoven, à Stenhof, une petite ville d'Autriche, en face d'un grand parterre de fleurs, quand il vit une pancarte portant l'inscription « Ne pas dépasser cette limite », ce qui le ramena à un problème qui le préoccupait de plus en plus depuis quelques années. Une fois de plus, il se trouvait dans une situation qui ne semblait laisser le choix qu'entre deux possibilités, toutes les deux inacceptables. Ou bien il se montrait libre face à cette interdiction opprimante et commençait à marcher dans les fleurs, en risquant de se faire prendre, ou bien il restait à l'extérieur du parterre. Mais la seule pensée de faire preuve d'autant de lâcheté, d'obéir à cet écriteau stupide, lui fit bouillir le sang. Il resta longtemps là, devant la pancarte, indécis, ne sachant à quel saint se vouer, jusqu'à ce que, tout à coup, peut-être parce qu'il n'avait encore jamais regardé des fleurs assez longtemps, une idée totalement différente lui vient à l'esprit. Ces fleurs sont magnifiques. Soudain, la pancarte n'avait plus la moindre importance.
le piège de l'opposition manichéenne, soumission ou rébellion et rien d'autre, avait disparu. Bien sûr, l'euphorie ne dura pas, mais quelque chose de fondamental avait changé. Une légère mélodie s'était installée en lui. Souvent complètement inaudible, elle retrouvait sa clarté chaque fois que le monde semblait s'enfoncer dans le fatras du « ou bien ». Des types comme Vokourka vous feraient détester votre travail, rouspéta la sorcière. Vous mettez votre temps et votre énergie à soigneusement construire une situation en apparence inébranlable qui ne laisse que deux possibilités, deux ultra-solutions, et voilà qu'un type en trouve une troisième et s'en va. Par exemple, je ne lui laisse le choix contre la lâcheté et l'imprudence, et il choisit le courage. Vokourka est une déception, cet homme est capable de trouver autre chose, même quand il s'agit de choisir entre continuer à souffrir et se tuer. Il est dangereux, mettons-le à l'index. Très bien, dit Hécate, mais vous semblez oublier que nous avons eu affaire à des types comme celui-ci depuis aussi longtemps que je me souvienne. Rappelez-vous seulement de ce qui s'est passé en 1334, quand le maître du château de Oschosterwitz nous ridiculisa, nous et la duchesse du Tyrol, Margaretha Moltach, qui assiégions son château. Il ne restait plus que 2 sacs d'orge et un bœuf aux assiégés qui devaient bientôt choisir entre mourir de faim ou se rendre. Et que firent-ils? Ils ne choisirent ni l'une ni l'autre solution, ils abattirent le bœuf, le remplirent avec le reste de l'orge et le jetèrent par-dessus les remparts juste devant le campement de Margaretha. Alors elle pensa, à quoi bon continuer le siège, s'ils ont tellement à manger qu'ils en ont même pour moi. Et elle leva le camp. Ça alors, ce que les gens du château ont pu rire. Bien sûr, tous des Autrichiens, comme Franzi Vokourkas et je m'en foutisse de l'Occident, comme l'un d'eux les appelle lui-même. Pour eux, la situation est toujours désespérée, mais elle n'est pas grave. Une réaction en chaîne de gentillesse. Signor Cacciavillani était un exemple vivant de ce que dans la théorie mathématique des jeux, on appelle un joueur à somme nulle. Le terme de jeu à somme nulle renvoie à ce type de jeu dont l'exemple le plus simple est un pari entre 2 personnes. Ce qu'une personne perd, par exemple 500 francs, l'autre le gagne. Si on additionne le gain 500 et la perte, moins 500, on obtient la somme de 0 francs. En d'autres termes, le gain et la perte sont indissociables, l'un est impensable sans l'autre. Un joueur à somme nulle adopte totalement et invariablement la thèse manichéenne selon laquelle, dans toute situation de la vie, il n'existe jamais que 2 solutions. Perdre ou gagner. Et là encore, il n'existe pas de 3e possibilité. Cette philosophie a trouvé sa plus parfaite incarnation en Cacciavillani. Il vivait pour gagner en tout, et de ce fait avait constamment peur ou bien de perdre, ou bien que l'on profite de lui. Sa philosophie était donc simple, mais inconfortable, car vivre dans un perpétuel état d'alerte peut ébranler les nerfs les plus solides et irriter la peau la moins délicate. Il va sans dire que dans la peur permanente de perdre, il se réjouissait de tout cœur des malheurs des autres. Le pouvoir magique d'un jeu à somme nulle réside dans le fait qu'il impose des règles à pratiquement tout le monde, que les autres veuillent jouer à ce jeu ou pas. Voilà donc le personnage présenté. Il y a environ 1 an et demi, par un sombre matin d'hiver, voici qu'il gare sa voiture dans une rue latérale proche de son bureau. À peine a-t-il parcouru une 15aine de mètres à pied qu'il entend des pas rapides derrière lui et une voix inconnue lui dire « Vous avez laissé les phares de votre voiture allumés ». Sans attendre, l'étranger se retourne et s'éloigne rapidement. La première réaction de Cacciavillani est de se demander « Mais que me veut-il? Quelle est son intention ?» Mais l'inconnu ne semble pas s'intéresser davantage à lui, il a déjà disparu dans la foule des gens pressés qui se rendent à leur travail. Cacciavillani se tient là, essayant de comprendre ce qui vient de lui arriver. Pourquoi cet homme, un parfait étranger, court-il derrière moi pour me dire que j'ai oublié d'éteindre mes phares?
Il se souvient alors d'avoir déjà lui-même remarqué des voitures dont les phares étaient restés allumés et d'avoir pensé, avec une pointe de joie malicieuse, aux propriétaires qui se retrouvent tard dans la nuit avec une voiture sans batterie. Ce que Cassia Villani ne sait pas encore, c'est que la politesse de l'inconnu lui a imposé les règles d'un tout autre jeu. Toutefois, en marchant vers sa voiture, absorbé dans ses pensées, il a un vague sentiment d'obligation qui lui est totalement nouveau. L'obligation envers tout être humain se trouvant dans une pareille situation. Puis le temps passe et cet incident reste sans suite, mais des mois plus tard, un événement décisif se produit. Il trouve un portefeuille contenant une somme d'argent rondelette, probablement le salaire hebdomadaire de son propriétaire. Tout content de cette aubaine, il commence par se frotter les mains, mais alors juste à ce moment-là, il se souvient de l'étranger qui avait couru derrière lui, et sa joie en est quelque peu gâtée. Il regarde l'argent, la carte d'identité et les quelques vieilles photos que contient le portefeuille, puis il met le tout dans sa poche, monte dans sa voiture et roule jusqu'à l'autre bout de la ville. Le propriétaire du portefeuille, qui habite une maison misérable, ne peut d'abord croire qu'on le lui ait rapporté. Cassia Villani lui explique brièvement où il l'a trouvé, et à sa très grande surprise, il a même plaisir à refuser la récompense qu'on lui offre, sans trop d'enthousiasme d'ailleurs. Par hasard, le propriétaire du portefeuille se trouvait être lui-même un joueur à somme nulle. « Fantastique, se dit-il, je n'aurais jamais pensé qu'on puisse me rapporter mon portefeuille. Mais je ne serai jamais assez stupide, je dois l'admettre, pour rendre à mon tour ce que j'aurais trouvé. » Il se trompait car il ignorait alors que Cassia Villani lui avait à son tour imposé les règles de cet étrange jeu. Et quand par la suite une situation comparable se présenta dans sa propre vie, lui aussi se montra assez stupide. Les jeux à somme nulle. Jusqu'à Hiroshima, la guerre était aussi considérée comme un jeu à somme nulle, puisque le territoire perdu par un État constituait nécessairement la conquête du vainqueur. Peu importait que des millions de gens perdent leur vie en faisant la guerre, après tout, ils mouraient en héros. Et les véritables belligérants ne mouraient généralement pas eux-mêmes sur le champ de bataille, mais le plus souvent en retraite. Cependant, quoi qu'il en soit, du fait de mourir en héros, ce n'est pas forcément l'activité que tout le monde préfère, non seulement pour soi-même, mais aussi quand il s'agit d'infliger cet honneur à un autre être humain, même s'il porte un uniforme de couleurs différentes. En Flandre, un des principaux champs de bataille de la Première Guerre mondiale, dans la boue, le désespoir, les gaz toxiques, le sang et la mort, apparut spontanément sans l'influence de quiconque, quelque chose que l'historien britannique Tony Ashworth décrivit et illustra, le système du vivre et laisser vivre. Nous nous trouvâmes soudain au détour d'une butte face à une patrouille allemande. Nous étions peut-être à 200 mètres les uns des autres, et nous nous voyions parfaitement. Je fis un signe de lassitude de la main, comme pour dire « à quoi bon nous tuer les uns les autres ?» L'officier allemand sembla comprendre, et nos deux patrouilles s'éloignèrent en direction opposée vers leurs tranchées respectives. Conduite répréhensible sans aucun doute. En février 1917, par exemple, l'officier commandant la 16e division d'infanterie britannique essaya d'enrayer cette épidémie en informant les soldats de l'ordre suivant. Le commandant divisionnaire souhaite qu'il soit clair pour tous que toute entente avec l'ennemi est strictement interdite. Aucune communication avec lui ne doit avoir lieu et toute tentative de sa part de fraterniser doit être immédiatement réprimée. En cas d'infraction à cet ordre, des mesures disciplinaires seront prises. Il ne semble pas exagéré de supposer qu'au moins en théorie, cela dut rapprocher les hauts commandements des deux armées, également inquiets devant la rapide extension du système « vivre et laisser vivre ». Si le commandement de la division allemande se trouvant face à la 16e division britannique avait eu connaissance de l'ordre de son collègue, il l'eût probablement approuvé du fond du cœur ou de ce qui lui en restait.
En d'autres termes, étant donné la situation absurde qui était apparue, il eût été raisonnable et souhaitable pour les deux officiers d'agir de concert en vue de parer à un tel développement. Bien sûr, les choses n'en arrivèrent jamais à ce point, mais, comme nous le voyons, les enchevêtrements inhérents à de telles situations semblent dépourvus de limites potentielles. L'autre conséquence de cette tentative de solution est probablement encore plus intéressante pour quiconque étudie la science des ultrasolutions. L'interdiction officielle du système vivre et laisser vivre mit les soldats des tranchées face à un dilemme manichéen. Ou bien ils obéissaient aux ordres et tiraient sur l'ennemi chaque fois qu'ils étaient en vue, mais dans ce cas, ils s'exposaient eux-mêmes à des représailles immédiates pour avoir brisé le pacte implicite de non-agression. Ou bien ils continuaient à respecter le pacte avec l'ennemi en risquant d'être traduits devant une cour martiale. Ce fut cette fois la découverte d'une excellente recette datant de l'époque des colonies espagnoles. Les conquistadors et leurs successeurs durent constamment faire face à des ordres dépourvus de sens émanant de l'Escurial qui ignorait tout de la situation réelle. Ils en vinrent bientôt à réagir selon la maxime « on obéit mais on ne se soumet pas ». En Flandre, 3 siècles plus tard, une solution analogue se révéla tout à fait efficace. On obéit à l'ordre de tirer, mais en évitant soigneusement de toucher l'ennemi qui, reconnaissant, fit de même. Utopie? Pas du tout. En tout cas, lorsque les partisans du jeu à somme non nulle arrivent à des compromis plutôt qu'à des ultra-solutions, cela peut sembler incroyable pour des jeunes, mais grâce à ce qu'on nous enfonçait dans le crâne pendant la première moitié de ce siècle, nous, les plus vieux, savions que la France et l'Allemagne étaient à jamais des ennemis mortels et que, en fonction des lois de l'histoire, de terribles guerres opposaient forcément ces deux pays tous les 30 ans. Ce brave monde digitalisé. Une étude superficielle de l'histoire humaine met en évidence que l'irrationalité de l'homme est à l'origine de tout le mal. La folie, la frénésie, l'illusion, l'envie, la peur, l'avidité et toutes sortes d'autres passions expliquent pourquoi le monde est aussi déplaisant. Pourquoi les gens ne peuvent-ils être aussi raisonnables que moi ? Le problème, c'est que tout le monde, y compris moi-même, a un cerveau dans les centres où séjournent la raison et la logique, la science de la pensée juste, sont logés au sommet de ce qu'on appelle le système limbique. Or, ce système que nous avons hérité de nos ancêtres reptiliens n'a jamais dépassé le stade des instincts et émotions brutes. C'est pourquoi nous n'avons pas encore atteint l'état d'Homo sapiens. Ces 40 dernières années, l'ordinateur a envahi le monde de la science, mais aussi la société en général. Il a permis une augmentation plus qu'astronomique de notre capacité de traiter des nombres. On traite maintenant en quelques fractions de seconde des problèmes mathématiques, mais aussi des opérations logiques. Autrement dit, ils sont capables de tirer des conclusions. Dans les deux cas, les réponses de l'ordinateur ne sont fausses que s'il y a une erreur humaine dans la programmation de la machine. Et c'est là que cela devient intéressant pour notre propos. Ce que l'on croit ou espère nécessairement vrai ou juste revient toujours comme vérité éternelle après être passé à travers le système digestif de l'ordinateur. La digitalisation est le concept magique qui sous-tend l'espoir d'arriver finalement à une compréhension totalement objective du monde, de réduire tous ces phénomènes aux dimensions claires et évidentes des nombres. C'est de ce langage composé des seuls chiffres 0 et 1 dont il faut se servir pour parler au camarade ordinateur si on veut lui faire accepter l'information particulière qu'il est supposé traiter. Cette approche manque toutefois de prendre en considération qu'il existe aussi un autre langage tout à fait différent, celui de l'analogie. Comme on le sait, une analogie n'est ni l'expression d'une mesure, ni quantitativement identique à l'objet mesuré. Elle se rapporte à sa qualité. Il en devient de plus en plus conscient, même dans les sciences dures, du fait que la quantité n'est qu'un aspect de la qualité. Ce qui nous inquiète ici,
c'est le fait déplorable que, au moins pour le moment, certaines qualités indéniables de l'existence humaine refusent obstinément de se laisser digitaliser et réduire au monde ordonné des zéros et des uns. Nous l'avons déjà vu, il y a les sensations et les émotions, mais il y a aussi le monde totalement insaisissable, orphique, irréel, obscur, irrationnel et indéfinissable des couleurs et des parfums, de ce qui est entièrement inexplicable, ou cette matière que les poètes et les artistes semblent pouvoir créer pour enrichir nos esprits floconneux, ou encore l'effet d'un coucher de soleil flamboyant, les yeux d'un chat ou la musique d'un concerto pour piano. Tout cela, et beaucoup plus encore, devra un jour être digitalisé afin que nous atteignions ce cher nouveau monde de 0 et de 1. Et la cloche pourra alors sonner la 25e heure. Mais jusqu'à ce que la cloche finisse par sonner la 25e heure, nous pouvons trouver un temporaire réconfort avec le cousin germain de l'ordinateur, autre miracle de la digitalisation, le poste de télévision. Jean Baudrillard montre l'obscénité de la télévision. Il n'entend pas par là ce que l'on met en général dans le mot obscène, il veut plutôt parler de la brutalité de ce que l'on nous montre. Les bains de sang, les victimes d'accidents ou de crimes violents qui sont devenus l'élément essentiel, sinon le seul, de ce que l'on appelle les actualités, et surtout les gros plans éhontés, irrespectueux, de gens se trouvant dans des situations tragiques, désespérées, une mère près du corps de son enfant mort, le visage d'un homme qui meurt, ou les questions idiotes avec lesquelles on harcèle quelqu'un qui, venant d'échapper d'un cheveu à la mort, n'a besoin que d'une chose, qu'on le laisse tranquille. Cet étalage de voyeurisme, ce manque du plus élémentaire respect pour la souffrance humaine et la vie privée des individus, mérite en effet d'être qualifié d'obscène. Je sais exactement ce que tu es en train de penser. Si je n'étais moi-même spécialisé en malédiction, je devrais dire « quel maudit foutoir !» se plaignait Kat lors d'une récente réunion stratégique dans sa villa méditerranéenne. Comment se fait-il qu'en dépit de tous nos efforts pour convaincre les gens que leur vision du monde est la seule possible et la seule juste, que toute autre vision n'est que le résultat de la folie ou du mal, et surtout qu'ils savent exactement ce qui se passe dans la tête des autres, et que par conséquent, ils n'ont pas besoin de contrôler ces suppositions, comment se fait-il donc qu'il se trouve toujours par là un type qui doute, et que nous n'arrivons pas à convaincre qu'il a absolument raison? Bien sûr, et Kat avait raison. Si ce n'est peut-être qu'elle sous-estimait l'importance pour les ultrasolutions de la formule « Je sais exactement ce que tu es en train de penser ». Examinons-la donc plus précisément. Prenons par exemple les relations entre hommes et femmes. Je me rappelle avec reconnaissance l'analogie très utile dont un de mes professeurs se servait dans ses cours. Il expliquait que l'on peut comparer un homme à une ellipse à deux foyers. L'un est le logos, qui renvoie non seulement au domaine de la raison, mais aussi à l'objectivité, au domaine professionnel et scientifique, et même plus généralement au monde extérieur. L'autre, qu'il appela Eros, c'est le monde des relations à un autre être humain. L'homme ne peut jamais être que dans l'un de ces deux foyers. Pour lui, ce n'est pas un problème particulier. Selon ce qu'exige une situation donnée, il va et vient simplement entre logos et Eros. On peut d'autre part comparer une femme à un cercle. Un cercle peut être considéré comme un cas particulier d'une ellipse. En elle, les deux foyers coïncident. Pour une femme, il est parfaitement naturel d'être dans l'Eros et le logos en même temps. Le problème, c'est que ni la femme ni l'homme n'ont aucune raison de supposer, même une seconde, que leur partenaire a une architecture mentale différente qui l'a ou le fait agir et réagir tout à fait différemment. Voici un exemple concret secrètement enregistré par les sorcières ravies. La femme, j'ai bien peur que ce gâteau ne monte pas. Le mari,
Il y a peut-être pas assez de levure. Que dit la recette? La femme. Oh ben, ça c'est bien toi. Le mari. Et comment ça c'est bien moi? La femme. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu fais toujours ça et tu sais que ça m'énerve. Le mari. Pour l'amour du ciel, de quoi parles-tu? Tu dis que le gâteau ne monte pas. Je dis qu'il y a peut-être pas assez de levure. Et tout à coup, ceci n'a rien à faire avec la levure. Il s'agit maintenant d'un défaut que j'aurais ou de Dieu sait quoi. La femme, bien sûr, pour toi, la levure est plus importante que moi. Que ça puisse être cette satanée levure, je peux m'en douter moi-même, mais pour toi, ça n'a pas d'importance que je veuille te faire plaisir avec ce gâteau. Le mari, je ne le nie pas un seul instant, et je te suis reconnaissant de vouloir me faire plaisir, mais je parlais seulement de levure, pas de toi. La femme, c'est étonnant comme vous, les hommes, vous réussissez à garder les choses bien séparées. Nous, les femmes, ça nous rend malades. Le mari, mais non, le problème, c'est que vous, les femmes, vous confondez la levure et l'amour. Revenons maintenant à la solution du type « je sais exactement ce que tu es en train de penser ». On trouve une suggestion fascinante dans le livre « Fights, Games and Debates » du logicien canadien Anatole Rapoport. Presque en aparté, il mentionne une idée géniale qui concerne directement notre propos. Plutôt que de demander à chaque partie d'exposer ses propres définitions en présence de l'adversaire, ce qui amène en un rien de temps les deux parties à s'étriper, Rapoport suggère d'inviter la partie A à exposer le plus complètement possible le point de vue de la partie B jusqu'à ce que B soit satisfait de la définition de A. Puis c'est le tour de B d'exposer le point de vue de A sur le problème jusqu'à ce que A trouve que son point de vue a été correctement présenté. Rapoport supposait que cette technique désamorcerait probablement en partie le conflit avant même que le problème soit discuté. Les applications pratiques de cette stratégie à la fois en thérapie et dans des organisations plus vastes que le couple ou la famille prouvent que la supposition de Rapoport était juste. Il n'est pas rare que l'un des partenaires dise étonné et incrédule « Mais je ne savais pas que tu pensais que je pense ceci ». Désordre et ordre. Pourquoi est-ce si facile de rester attaché à de mauvaises solutions? Voilà une question qui peut entraîner d'interminables spéculations. Pour la science classique, la réponse réside dans la deuxième loi de la thermodynamique, selon laquelle tout processus naturel a tendance à procéder de l'ordre vers le désordre. On appelle entropie la mesure de ce désordre, mais le scientifique comme le profane connaît aussi le développement inverse. On appelle négantropie l'évolution vers des formes d'organisation plus élevées, partout observables dans la nature. Nous n'avons pas encore les moyens de comprendre ou de prédire les processus qui mènent du désordre à l'ordre. Bien sûr, au bon vieux temps, la réponse était simple. Elles apparaissaient selon le plan de puissance supérieure. Mais cette explication assez proche de la molièresque vertu dormitive fait seulement passer le poids d'un pied sur l'autre. Ce qui nous intéresse ici ne tombe évidemment pas du ciel, mais vient plutôt de l'intérieur d'un ensemble particulier de circonstances. Prenons le simple cas d'une relation dyadique entre deux êtres humains. Nous avons vu comment, en cas de conflit, chaque partenaire a tendance à blâmer l'autre. Ils sont tous les deux convaincus qu'ils font tout pour résoudre le conflit, et pourtant ils persistent et s'aggravent même parfois. Cela doit être la faute de l'autre, car où la faute pourrait-elle bien être? Il ne peut y avoir de troisième source de conflit entre seulement deux personnes. Et pourtant il y en a une. Toute relation, que ce soit entre deux atomes, deux cellules, deux organes, deux personnes, deux nations, etc., est différente de la somme de tous les ingrédients que les entités impliquées apportent dans la relation. Les biologistes appellent cela une qualité émergente, les psychologues parlent de Gestalt. Mais il est pratiquement impossible de la discerner quand on se trouve à l'intérieur de la relation. Dans ce sens précis, l'émergence du principe du vivre et laisser vivre
observé dans les Flandres, n'était dû ni à l'initiative de l'une ou l'autre partie, ni au travail d'un habile médiateur, mais à quelque chose qui émergea de la situation de base. Quand nous aurons pleinement pris conscience de l'existence de ces qualités émergentes, nous apprécierons combien elles sont décisives pour nos vies. Mais c'est aussi là que tout cela devient inacceptable pour les perfectionnistes et les manichéens, car il devient évident que ces nouvelles formes d'ordre ne peuvent émerger que là où existe un certain désordre. Il va sans dire que le désordre en lui-même et par lui-même est aussi destructif quand seule l'entropie le caractérise. Il faut une interaction des deux. Le changement est synonyme de l'émergence d'une nouvelle qualité. Cette qualité émergente présuppose, et à son tour crée, un certain degré de désordre. Voilà une pilule difficile à avaler pour beaucoup, car il est bien plus facile de dénigrer les méfaits du désordre que ceux de l'ordre. Humanité, divinité, bestialité. L'écrivain satirique anglais Samuel Butler est supposé avoir dit « Celui qui veut faire le bien doit procéder à tout petits pas. Le bien général est l'argument des patriotes, des politiciens et des filous. » La nature semble lui donner raison. Tout ce qui se développe, croît et s'épanouit, le fait, dans les moindres détails, tranquillement, à tout petits pas, alors que tous les grands changements sont catastrophiques et cataclysmiques. Mais qui est enflammé par la perspective d'un petit pas? Ce dont on a besoin pour inspirer les masses, c'est des visions utopiques. De plus, elles sont si idéales que seul un idiot ou un misanthrope malicieux ne les adopterait pas de bon cœur. Il faut peut-être faire remonter à Platon la plus classique des ultrasolutions pour résoudre les problèmes qui se présentent sur la voie du bien absolu. Pour lui, le philosophe n'est plus le chercheur socratique en quête de vérité, il la possède. En d'autres termes, il contemple l'ordre divin du monde qui reste incompréhensible au faible intellect des masses. De ce fait, qui est mieux à même de guider la destinée des hommes et de faire régner l'ordre dans la cité? Karl Popper a montré de façon convaincante que Platon ne doutait pas qu'il fût en possession de la vérité absolue. Les conséquences d'une telle conviction relèvent d'une inéluctable pseudologique que Platon expose dans la République et ailleurs, en détail et sans scrupule. Toute interprétation individuelle de la vérité doit être supprimée et à cette fin, Platon prône l'établissement d'institutions comparables à celles de l'Inquisition ou au camp de concentration. Il faut former une race d'hommes qui suivent sans condition le chef, le philosophe roi. Il est particulièrement effroyable de penser que ces conséquences inhumaines de la recherche de la vérité ne sont en aucun cas des déviations de la doctrine pure ou le résultat d'une erreur humaine. Elles ne sont que la conséquence logique et inéluctable de l'idée apparemment très raisonnable et altruiste que, pour le bien de l'humanité, le plus sage doit gouverner. Mais le seul fait de devoir trouver le plus sage engendre déjà un paradoxe. Qui l'identifiera? Quelqu'un qui est plus sage que le plus sage? Mais si une telle personne existe, ne devrait-elle pas être celle qui gouverne? Ou croira-t-on simplement sur parole celui qui déclarera être le plus sage? Mais revenons au point de départ de ce chapitre. Le grand réside en sommeil dans le petit, seul le petit mène à des développements importants. Nous devrions donc respecter et protéger ce qui est petit. Cette thèse ne prétend pas à l'originalité. L'idée existe depuis fort longtemps, cette charmante histoire orientale le montre. Le célèbre mystique Abou Bakr Sibi mourut à Bagdad en 945. Après sa mort, il apparut en rêve à un de ses amis. « Comment Dieu t'a-t-il traité » demanda l'ami. Abou Bakr répondit « Je me tenais devant son trône quand il me demanda « Sais-tu pourquoi je t'ai pardonné ?» Je dis « À cause de mes bonnes actions. » Il dit « Non. » Je dis « Parce que mon adoration fut sincère. »
Il dit de nouveau non. Et je dis, à cause de mes pèlerinages, de mes jeûnes et de mes prières? Il répondit, non, ce n'est pas à cause de tout cela que je t'ai pardonné. Je dis alors, parce que j'ai voyagé pour acquérir le savoir et parce que j'ai quitté ma maison pour devenir saint? Il dit encore non. Ô Seigneur, ces actions mènent au salut. Je les ai fait passer avant tout et je pensais que pour elles, tu me pardonnerais. Et il dit, non, ce n'est pas pour ces actions que je t'ai pardonné. Alors je dis, oh Seigneur, alors pourquoi? Et Dieu me demanda, te souviens-tu de ce jour d'hiver où tu marchais dans les rues de Bagdad? Tu trouvas un petit chat engourdi par le froid. Il courait de ci de là à la recherche d'un abri qui le protège du vent glacial et de la neige. Tu as eu pitié de lui? Tu l'as ramassé et mis à l'intérieur de ta fourrure pour le protéger du froid piquant. Je dis, je me souviens. Il dit, parce que tu as eu pitié de ce chaton, à cause de cela, j'ai pitié de toi. Oui, mais je l'ai mangé, Seigneur. Triste dimanche. Dommage que l'histoire d'Abou Bakr et du chat ne nous dise pas s'il était aussi gentil avec lui-même, car il y a des gens qui ne se considèrent pas comme dignes de leur amour. De prime abord, cela peut sembler invraisemblable, et déjà la Bible se préoccupe du contraire en nous demandant d'aimer notre prochain, au moins comme nous-mêmes. Mais ce n'était pas précisément le cas de János Janko, un Hongrois de la ville de Városnyáza. Certes, il n'était pas vraiment un philanthrope, mais il était tout de même de ces rares individus qui n'ont quasiment pas d'ennemis. Il était assez vieux pour avoir vécu l'histoire cauchemardesque de son pays depuis les années 30. En 1956, il trouva le moyen de s'échapper et commença à mener une existence raisonnablement satisfaisante dans le pays où le destin l'avait conduit. On pourrait dire que sa vie était devenue une solitude confortable. Mais tout changea brusquement le matin de son 55e anniversaire. En se réveillant, il avait dans l'oreille, probablement lui venait-elle d'un rêve, la mélancolique mélodie tzigane « Triste dimanche ». Et pendant des heures, il ne parvint pas à s'en débarrasser. Vous ne connaissez peut-être pas l'abominable histoire de cette mélodie. Pendant les années d'adolescence de János Janko, on la considérait comme responsable d'une véritable vague de suicides dans ce pays dont les habitants avaient toujours eu un penchant pour ce type d'ultra-solution, si bien qu'il fut finalement interdit de la jouer en public. Il va sans dire que cette solution ne fit que rendre Triste dimanche encore plus célèbre. Janko ressentit alors le besoin de faire le point sur sa vie. C'était comme si sa paix intérieure se révélait n'avoir été qu'un armistice, comme s'il y avait toujours eu un conflit latent qui maintenant éclatait au grand jour. János Janko n'avait conscience que d'un sentiment de vide et d'une haine grandissante à l'égard de lui-même qu'il n'avait jamais ressenti avec une telle intensité pour personne. Qu'il se sente aussi vaguement menacé, qu'il perde du poids et ne puisse dormir, tout cela n'était que d'inexplicables effets secondaires. La solution était la mort. Il avait choisi le pistolet pour la mettre à exécution. Janko avait désormais pris une décision ferme, une décision qui faisait d'une simple humeur un fait imminent. C'est alors qu'il se souvint tout à coup avoir déjà été 2 fois près de ce seuil. Il arriva qu'un jour, son médecin lui découvrit une grosseur ne pouvant en toute bonne conscience exclure une tumeur. Il demanda qu'un examen des tissus fût pratiqué. Pendant 48 heures, Janko dut attendre le rapport du pathologiste. Soudain, sa froide détermination avait disparu. Soudain, la mort ne lui semblait plus une solution. Seule la vie comptait. Et cela fut pour lui une surprise extraordinaire. La seule possibilité d'une mort imminente engendra en lui le respect de la vie. Et il garda ce même sentiment quand il apprit que la grosseur était bénigne et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. L'autre expérience appartenait à un passé plus lointain. Elle remontait à ces années où non seulement il se trouvait, comme beaucoup d'autres, privé de l'essentiel, mais aussi où la survie était diaboliquement menacée de 3 façons différentes.
D'abord par les occupants de son pays et par la solution finale qu'il mettait en pratique, ensuite par leurs ennemis qui ne cessaient d'avancer, enfin par les tapis de bombes posés chaque nuit par ceux qui seuls pouvaient espérer rétablir un monde libre et sain. Il y avait à ce moment-là aussi un pistolet, mais c'était seulement maintenant qu'il se rendait compte que pas une fois, pendant ces mois de faim et de terreur, il n'avait pensé à l'absurdité du monde. Une seule chose comptait alors, survivre. Ce n'est qu'après que ces réminiscences lui furent venues à l'esprit que, malgré son désespoir et son dégoût, il lui devint évident que se transformer en cadavre n'était pas une solution. Ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait désespérément, c'était quelque chose de complètement différent, un changement radical. Alors il rejeta l'ultrasolution du pistolet et au même moment se remit au service de la négantropie. Exprimé moins scientifiquement, il sortit de l'opposition manichéenne entre le vide de la vie et le vide de la mort et commença une labyrinthique quête du sens. Est-ce que c'est ça ? Maintenant, après toutes ces affirmations, le temps est venu de retrouver celui que nous avions appelé notre homme. Pour être simple, supposons maintenant que c'était lui qui, à la recherche de la sécurité, de la certitude et du bonheur parfait, avait pris tous les mauvais chemins décrits ici, et pas seulement ceux-ci. Mais après avoir lu Novalis et rencontré le symbole de la fleur bleue, cette fleur qui fleurit quelque part dans l'inconnu et dont la découverte était la fin absolue du romantisme, il lui vint à l'esprit qu'il était l'un de ces chercheurs. Jusqu'alors, cet aspect essentiel de sa vie lui était resté inconnu, précisément parce qu'il était totalement impliqué dans ce processus. Cette idée en engendra une seconde qui, aussitôt, sembla jeter un doute sur la première. Les romantiques semblaient savoir ce qu'ils cherchaient, lui, au contraire, cherchait sans savoir quoi. Non seulement il ne savait pas où trouver ce qu'il cherchait, mais ne savait non plus ce que c'était. Ainsi, chaque fois qu'il posait ses mains sur quelque chose et se demandait « Est-ce que c'est ça ?», il obtenait toujours la même réponse « Ce n'est pas ça ». Toujours et encore, il se retrouvait les mains vides, mais invariablement, il tirait de ses déceptions ce qui semblait être la seule conclusion possible, que cela n'était pas ça, qu'il n'avait pas encore nommé ça adéquatement, ni cherché là où il le fallait. Il est dans la nature de tels mirages de disparaître quand nous les approchons et de retrouver immédiatement leur irrésistible attrait dès que nous nous en détournons et les perdons. Combien souvent notre homme associa ses désirs à quelques lieux lointains, convaincu, bien qu'il fût incapable de s'expliquer à lui-même comment il était arrivé à cette conviction, que les atteindre lui donnerait une toute autre idée de lui-même, un sentiment d'harmonie avec le monde. Mais quand il y arrivait, ses expériences étaient à chaque fois différées, seul le découragement et le vide l'attendaient, et l'accompagnaient dans ses villes et ses vallées, lui le même qu'il s'était toujours senti être, en rien plus riche, en rien changé. Mais à chaque fois, presque immédiatement, après qu'il était reparti déçu, le désir de retrouver le même lieu le reprenait avec la même et éternelle intensité, comme s'il n'avait pas encore découvert que ce n'était pas ça. Alors il se remettait en route vers la même désillusion. Tout aussi souvent, c'était une femme qui, avant qu'elle ne lui cède, représentait l'incarnation de tous ses désirs, mais après n'était plus qu'un corps comme les autres. Puis venait l'amère séparation, et avec elle de nouveau l'illusion, mais rendue encore plus intense par un sentiment de paradis perdu. Puis de nouveau le vide. Il se sentait abandonné, trompé, rejeté. Aurait-il cru en Dieu, il l'eût accusé de ne pas le laisser arriver chez lui. Mais il était athée et jouait parfois avec l'ultra-solution du suicide, car son désespoir grandissait jusqu'à sembler tout recouvrir et étouffer. Alors pourquoi continuer à vivre ? Il en était arrivé au point où il avait pleinement conscience de sa quête et de l'éternelle question qu'il se posait sous tous les aspects et connus du monde.
Est-ce que c'est ça? Et puis un jour, un tout petit changement se produisit. Un de ceux qui sont assez petits pour avoir de grands effets. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ce ne fut rien d'autre qu'un infime déplacement. Il ne mit plus dès lors l'accent sur ceci, mais sur ça. Et la question devient soudain, est-ce que ça est cela? La réponse lui vint immédiatement. Non, cela ni rien dans le monde ne peut jamais être qu'un nom de ça. Et les noms ne sont que des sons vides. À ce moment-là, la coupure entre lui et ça disparut. Ou bien, comme disent les philosophes, il n'y eut plus de séparation entre le sujet et l'objet. Non, ceci ne pouvait jamais être ça. Ce que le monde n'a pas, il ne peut le retenir, se disait-il sans cesse à voix haute. Il répétait aussi ces mots étrangement significatifs « Je suis plus moi-même que moi ». Il était maintenant clair que la seule raison pour laquelle il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait, c'était la quête elle-même. C'était que l'on ne peut trouver là-bas dans le monde, et donc jamais avoir ce que l'on est déjà.